Bonjour, je suis Jean-Éric Auberge, le président de la Fondation 2100 qui co-organise avec l'Institut d'études avancées de Paris le projet Positif Futur. La première édition de ce projet portait en 2021 sur la ville en 2100 et cette année c'est sur le travail en 2050. Alors l'idée de projet Positif Futur, c'est de susciter des visions positives de l'avenir autour de sujets concrets qui précisément ont pour objet au fond de rendre, je dirais, cet avenir à la fois engageant, optimiste, tout en étant réaliste. Le principe est quand même que tout ça doit s'ancrer dans une réalité avec les éléments de prospective que l'on peut avoir, que l'on peut développer, et sans pour autant perdre le sens de l'imagination et de la créativité. Alors, cette année, donc, le concours porte sur le travail en 2050 et nous avons, pour nous accompagner dans cet effort et le soutenir, y compris par des prix importants, comme vous avez pu voir, l'ANACT, l'Agence nationale pour les conditions de travail, et l'INRS qui s'occupe également des questions de travail, de sécurité au travail. Et nous organisons, pour faciliter cette réflexion, des webinaires. Et là, vous assistez au deuxième webinaire de soutien de cette activité qui va être présenté par Daniel Kaplan. Daniel est le cofondateur du réseau Université pour la pluralité, de la pluralité, et il en est aussi un des animateurs principaux. Et là, ils ont fait un travail très important pour réfléchir sur l'entreprise de demain, l'entreprise qui vient, et dans ces conditions, comment le travail s'inscrit dans ce nouveau type d'entreprise qui peut se développer à l'horizon de plusieurs décennies. Et c'est l'essentiel de ce travail que Daniel va nous présenter. Et j'en profite pour remercier Solène de Bonis, qui est la coordinatrice générale de ce projet aujourd'hui qui nous accompagne. Voilà, je vais passer la parole sans plus tarder à Daniel, qui présentera une première série de slides et de réflexions. Et on verra en fonction des questions que vous poserez comment ensuite se développera ce webinaire qui doit durer 45 minutes et nous tiendrons à ces 45 minutes. À tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous voyez bien mon écran. C'est le bon écran que vous voyez avec en grand? Bon. Euh, donc merci Jean-Éric et merci d'être là aux participants et aux participantes. Ouais, ce que je vais partager, donc c'est le résultat d'un projet dont on termine la publication demain, en fait, euh, qui porte donc depuis 3 ans sur cette question qui est à quoi ça pourrait ressembler une entreprise en 2050 dans un monde qu'on peut supposer assez différent, et notamment marqué par le changement climatique et par une forme d'instabilité, ce qu'on avait appelé dans la première édition de crise permanente, euh, qui probablement, changeant à ce point-là les conditions dans lesquelles les organisations fonctionne, changera la nature même des entreprises, leur relation avec la société et bien sûr, du coup, le travail. En fait, donc, sur ces 3 ans, on a réuni 12 groupes de personnes venant d'une bonne cinquantaine d'entreprises, mais aussi d'écoles de management, de quelques organismes publics comme l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail, de la CFDT, dans des groupes donc multi-entreprises, multi-organisations, et chacun de ces groupes était accompagné par un écrivain ou une écrivaine en général issu de la science-fiction, mais pas uniquement, qui les a aidés à imaginer une entreprise de 2050 compatible avec quelque chose de flou, de délibérément flou qu'on leur proposait, qui était l'idée d'un nouveau régime climatique, des nouvelles conditions de développement
de l'activité. C'est donc ça qui s'est déroulé pendant ces années-là. Et à partir de ce travail-là, donc qui était vraiment un travail de fiction, où j'en reparlerai un peu sur la fin, mais où on invitait vraiment les participants et les participantes à se libérer le plus possible de leurs habitudes de pensée, des contraintes même du plus grand réalisme, de la probabilité, et même d'ailleurs de l'idée de ce qui était souhaitable ou pas souhaitable, vraiment à laisser aller l'imagination, à essayer de laisser se développer des situations, laisser un peu s'échapper cette fiction pour aller à des endroits un peu imprévus. À partir de ces 12 histoires qui ont été juste remises en forme par les artistes, mais les artistes n'ont pas écrit à la place des participants et participantes, ils ont aidé à créer. Euh, on a extrait, c'est ça qu'on est en train dont on finit la publication sous forme de cahier. À partir de ça, on a extrait 10 archétypes d'entreprises de 2050 qu'on a voulu relativement typés. Ils sont là, vous pouvez les lire. Je vais juste vous prendre deux, trois exemples et surtout vous dire un peu comment, vous expliquer un peu les axes, parce que c'est peut-être un premier message sur ce que dit cette réflexion sur le futur des entreprises. Donc, si je vous prends quelques exemples, tout en haut à gauche, on a cette entreprise qui s'appelle la Corp B ou la mission entreprise. Donc, on a retourné l'expression B Corp ou l'expression entreprise à mission. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises à mission sont des entreprises tout court qui un jour disent on va se doter d'une mission et puis ça les change ou ça les change pas forcément tant que ça en réalité. Ici, l'idée, c'est que vraiment la mission précède l'entreprise et détermine son existence, ce qui veut dire que l'une des questions fondamentales posées à cette entreprise, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai accompli, quand j'ai réalisé ma mission? C'est une entreprise qui, en particulier, envisage d'emblée sa mort, ou en tout cas le fait que le signe de sa réussite serait le fait qu'elle puisse se dissoudre. Et du coup, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand on se dissout? Euh, de l'autre côté, la société au carré, c'est une société dans un monde très tribalisé, une espèce de prolongement de ce qu'on peut parfois voir sur les réseaux sociaux, ou dans lesquels finalement chaque personne choisit la société dans laquelle elle veut exister, selon des critères qui peuvent être complètement différents de nos sociétés historiques et géographiques. Et donc, il y a des entreprises qui fabriquent et qui gèrent des micro-sociétés, des sociétés à la demande. Vous avez de l'autre côté la guilde, un des archétypes peut-être intéressants sur le sujet du travail, qui est une entreprise qui en fait prend part de l'idée que déjà aujourd'hui, on reste de moins en moins longtemps dans une entreprise. Le temps moyen de passage, je crois, est descendu à 18 mois. Et donc, si c'est ça la réalité du passage dans une boîte, l'idée que l'entreprise s'occupe de notre développement professionnel, de notre formation, de notre évolution, devient complètement futile. Ça ne se passe plus comme ça se passe éventuellement par la mobilité d'une entreprise à une autre. Et la guilde est en fait une entreprise qui propose aux gens de les employer à vie, en disant, moi, je m'occupe de votre développement professionnel et ensuite, je vais vous mettre à disposition d'entreprises d'une autre nature qui s'occupent que de la production. Et donc, je vais vous mettre à disposition sur des temps donnés, pour des missions, sur des projets. Puis après, vous allez revenir, mais de toute façon, vous avez toujours été mon salarié ou ma salariée. C'est une entreprise qui revitaliserait également l'idée de contrat à durée indéterminée, hein, sachant qu'aujourd'hui, c'est encore la grande majorité des contrats de travail, mais c'est la très petite minorité des nouveaux contrats de travail dans la France déjà d'aujourd'hui. Et tout en bas à droite, on a ce qu'on appelle l'organisation autonome automatisée. Pour celles et ceux qui sont un peu versés dans les sujets de blockchain et de smart contract, c'est un peu le prolongement d'un type d'organisation qui s'appelle les DAO, les organisations autonomes distribuées. C'est au fond, pour le dire simplement, une entreprise qui se résume à des statuts traduits et un modèle économique traduit dans des programmes autonomes et qui tourne tout seul. Le rêve de cette entreprise, c'est de n'employer absolument personne.
ceci pour vous donner un peu l'exemple. Donc, à chaque fois, tout ça, c'est accessible en ligne. Vous verrez, il y a des codes barres pour vous permettre d'y accéder si vous voulez. Et puis, je pense que Solène transmettra les liens. Euh, Toutes ces entreprises sont à chaque fois illustrées par une fiction où on a fait réagir un certain nombre de personnes à ces modèles. Mais il y a peut-être effectivement cette tension entre sur deux axes qui nous semblaient intéressantes et que je voulais partager. Le premier, c'est un axe qu'on a appelé politisation, autonomisation. Euh, Depuis les années 70, le monde des entreprises s'organise, y compris juridiquement, comptablement, à partir de ce qui s'est appelé la doctrine Friedman, du prix Nobel d'économie Milton Friedman, qui en 70 a écrit un article très fameux dans le New York Times, dont le titre est La mission sociale des entreprises est de maximiser et d'augmenter leurs profits. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que si on demandait quoi que ce soit d'autre à l'entreprise que de faire du blé, en fait, on était sous-optimal. Si on voulait faire du social, de l'écologique, de l'éthique, tout ça, fallait demander ça à l'État. C'est le boulot de l'État. Les entreprises font de l'argent, l'État fait de la politique et tout le monde est bien chez soi. Et en fait, les choses s'organisent comme ça, y compris juridiquement. Vous savez que les actionnaires d'une entreprise cotée peuvent attaquer une entreprise en justice parce que son patron cherche à faire autre chose que du profit. Et ils peuvent gagner parce que c'est comme ça que c'est structuré aujourd'hui d'un point de vue juridique. Et ce qu'on voit évidemment aujourd'hui autour des notions d'impact, de responsabilité étendue, de mission, etc., c'est une idée d'une entreprise qui prend en charge des défis, pas seulement les dégâts qu'elle produit, mais des défis collectifs. Je vais résoudre tel problème, je vais réduire la faim dans le monde, je vais améliorer telle chose, je vais éradiquer la malaria. Euh, et quand on se donne ce type de mission, et c'est une des choses qu'on réalise dans les histoires, en fait, on entre en politique, parce que quand on décide que on va réduire les inégalités ou la faim ou les maladies de telle manière, avec tel type de produit, en mobilisant de l'argent dans telle direction, ben en fait, on fait, dans le bon sens du terme éventuellement, des choix politiques. Et donc, on va être questionné sur la base de ces choix politiques, des arbitrages qu'on fait. Vous allez soigner la malaria avec des médicaments. Est-ce que le vaccin, c'est pas mieux? Ou est-ce que, comme le dit Esther Duflo, le plus efficace en termes d'argent public et de santé publique, c'est de distribuer gratuitement des moustiquaires? Euh, et en fait, on s'aperçoit que les entreprises, même les entreprises à mission, ne sont absolument pas préparées au fait que quand elles commencent à dire qu'elles vont répondre à un objectif de développement durable, par exemple, elles font de la politique et elles vont être interpellées en politique. Donc ça, c'est une première tension, sachant qu'évidemment, les deux existent. On a une entreprise qui se vit comme un agent, d'abord comme un agent économique, et puis qui travaille sur cette mission, ou qui en tout cas travaillé par ses responsabilités. Et puis, et à nouveau, quand il y a une tension comme ça, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un pôle du bien et un pôle du mal. C'est plutôt de dire que la réalité se passe dans le fait qu'on est en train, en permanence, d'arbitrer entre l'un et l'autre. Et le deuxième élément qui était très frappant dans nos histoires, c'est cette tension constante et ancienne, en réalité, entre l'entreprise comme projet commun, c'est un collectif de travail, c'est des gens qui se sont mis ensemble, qui avaient une intention, qui l'ont réalisée, c'est l'aventure entrepreneuriale, c'est l'idée de mission, au sens pas seulement entreprise à mission, mais de la vision d'une entreprise, même si cette entreprise s'appelle Uber, elle a bien eu une vision un jour. Et de l'autre côté, donc vraiment comme aventure humaine et collective, et de l'autre côté, l'entreprise comme dispositif euh, avec l'extraordinaire développement depuis les années 20 et 30 des sciences du management, de l'organisation, des systèmes d'information, des dispositifs de mesure. Il y a des méthodes sur absolument tout, au point donc, où il y a une espèce de science de l'efficience et de l'efficacité dans les organisations, jusqu'à ce qui s'est appelé d'ailleurs le management scientifique des organisations, avec éventuellement le risque de l'autre côté d'une forme de déshumanisation de l'entreprise. Donc ces deux tensions-là, il nous semble qu'elles travaillent déjà un peu le monde des entreprises, celle gauche-droite depuis longtemps, celle entre haut et bas un peu moins, et qu'elles sont appelées à le faire par la suite. Donc c'est un peu la première chose que je voulais partager sur ce travail
plutôt un peu général sur la question de l'entreprise. On va venir ensuite au travail, mais j'ai voulu aussi faire précéder la présentation par ce travail-là. Là, vous avez des images. On a eu la chance d'avoir des étudiants et des étudiantes de la Aide de Genève qui ont illustré les histoires de fiction. Et donc, ça fait que ça a des têtes de rapport un peu différentes des rapports de prospective habituels. Euh, j'ai voulu le faire précéder parce que ce qui est frappant quand on regarde le paysage de la prospective, c'est qu'il y a beaucoup de travaux de prospective sur le travail et il n'y en a à peu près aucun dans le monde sur l'entreprise aujourd'hui. Il y en aura peut-être un peu plus demain, parce que je sais que la Société française de prospective se lance là-dessus, mais pour le moment, il n'y en a pas. Euh, Or, c'est un peu embêtant pour nous, parce qu'au fond, une partie des déterminants des transformations du travail vient bien de ce que deviennent les premiers employeurs organisés, en tout cas au monde, que sont les entreprises, et donc à la fois leur modèle économique, leur modèle juridique, leur forme de gouvernance, leur forme d'organisation productive, avant même, ou en tout cas en même temps, qu'on va parler de statut, d'emploi, de formation et de collectifs de travail. Et donc, de regarder ce que deviennent les entreprises aussi comme agents économiques, par exemple, en termes de modèle économique, en termes de relations avec l'ensemble de la société, avec les territoires dans lesquels elles sont implantées, ça nous paraît tout à fait essentiel pour ne pas être juste reproduire au fond les nombreux travaux de prospective sur le travail qui existent. Je peux m'arrêter là peut-être pour prendre questions, remarques, et puis on reparlera ensuite d'un zoom qu'on a fait avec l'ANACT sur le travail, à peu près avec les mêmes méthodes. Merci beaucoup, Daniel, pour cette vision importante et en fait qui donne quand même un panorama assez large de ce que peuvent devenir les entreprises à l'horizon 2050, avec en fait beaucoup de créativité aussi. Ce qui n'empêche pas qu'il y a certains types d'entreprises que nous connaissons aujourd'hui et qui vont se perpétuer d'une manière ou d'une autre. Euh, comme Solène vous l'indique, vous pouvez partager vos questions sur le chat. Vous pouvez éventuellement aussi prendre la parole, si vous le souhaitez, en posant directement vos questions. Euh, Sinon, je continue, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de précision ou des remarques. Est-ce que, éventuellement, si je peux me permettre de poser une question, Daniel, il me semblait qu'il y avait dans les archétypes d'entreprises zombies. Qui sont en fait des prolongements je dirais des entreprises les plus traditionnelles et les moins proactives, si je puis dire, dans le changement, qui existent déjà et qui, en fait, en 2050, continueront à fonctionner d'une manière ou d'une autre, mais du point de vue de leur rôle dans l'économie et la société, ça posera problème. Est-ce que tu peux un peu élaborer? Ouais, ce qu'on appelait l'entreprise zombie. Alors d'abord, c'est marrant parce que c'est un terme qui existe en finance. Une entreprise zombie, c'est une entreprise dont on sait depuis longtemps qu'elle remboursera jamais ses dettes, mais qui ne meurt pas. Euh, et c'était un peu ça l'idée. On verra que c'est d'ailleurs pas forcément une entreprise qui change pas. C'est une entreprise un peu qui sait plus pourquoi elle est là, mais elle est là. Puis elle a un peu des clients, elle a des fournisseurs, elle a des banquiers. Enfin, elle est appuyée en fait sur tout un réseau de relations qui fait que ça tourne. Il est à peu près clair que son activité sert vraiment à rien, qu'elle répond pas vraiment à des besoins, qu'elle pose plutôt des problèmes écologiques et ou sociaux. Mais à nouveau, en fait, on avait cette expression, et pourtant elle tourne, comme dirait l'autre, euh, toute seule, parce que par inertie, finalement, par inertie d'un mouvement, et ce qui tient lieu pour elle de quête de sens, et ça, toute ressemblance avec une entreprise existant ou ayant existé serait pas fortuite du tout, c'est la réorganisation permanente. On va se réorganiser, on va améliorer ça, on va couper les coûts là, etc. Bah voilà, ça permet d'éviter de se dire à un moment, mais quand même, on sert vraiment à rien. Donc c'est ça, un peu l'entreprise. Et en fait, elle existe parce qu'il y en a plein d'autres. Parce qu'il y a des banques zombies, parce qu'il y a des clients zombies, des fournisseurs zombies. Il faut savoir que à peu près les trois quarts, je crois, des entreprises
voire un peu plus, n'ont que d'autres entreprises comme clientes, hein. Il y a pas tant d'entreprises que ça qui vendent aux particuliers et aux clients finaux. Et donc, en fait, ça peut exister pendant un moment, ça. Merci pour Mal. ces détails. Nicolas, vous avez levé la main, donc allez-y, posez votre question. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Une question à Monsieur Kaplan. Vous avez dit vous avez constaté qu'il y avait eu beaucoup d'études et de recherches prospectives sur le travail Mm, et très peu, voire aucune, sur les entreprises. mm. Est-ce que vous êtes allé creuser? Vous savez pourquoi il n'y a pas eu cet effort de recherche sur les entreprises? Alors, je ne sais pas précisément. Je sais que, en tout cas, ça croise un constat qui a été fait par un certain nombre de chercheurs et de chercheuses en sciences humaines qui disent aussi que l'entreprise est, dans les sciences humaines, un objet un peu mystérieux, pas très bien étudié ou étudié à chaque fois sous un seul angle. C'est l'angle juridique avec la personne morale ou le droit des contrats ou des choses comme ça. C'est l'angle sociologique très centré sur le travail ou l'angle économique ou les sciences du management sur l'organisation. Euh, et, euh, et donc, à la fin, ça donne une espèce d'objet complètement éclaté, mais qu'on sait mal regarder dans son ensemble. Donc, c'est ce qui est vrai dans la recherche et qui fait que depuis un certain temps, notamment à l'initiative de l'École des mines, il y a des recherches, des colloques pour essayer de donner à l'entreprise une consistance en tant qu'objet des études sociales, des études en sciences humaines et qu'objet un peu interdisciplinaire. Donc, je suppose que ça doit être parce que c'est un objet très complexe en réalité. C'est à la fois une entité juridique, patrimoniale, un objet un peu politique avec son management, sa gouvernance, la relation entre les actionnaires, les parties prenantes et le management, qui a été très étudié à des moments parce que ça peut être en tension, un objet économique, un dispositif de production, une communauté humaine. Et donc, bah voilà, tenir tout ça ensemble, ça doit être difficile. Et ça ne marche pas dans une recherche très disciplinaire. Et donc, quand on fait de la recherche interdisciplinaire, c'est une mauvaise idée quand on est chercheur ou chercheuse parce que ce n'est pas bon pour la carrière. Donc voilà, peut se passer des choses comme ça. Ce sont des conjectures, je n'ai pas d'explication parfaite. Il y a une explication possible, c'est que euh, depuis quand même plusieurs siècles, l'entreprise ne s'est pas fondamentalement transformée. Elle reste dans l'imaginaire comme finalement un objet qui fabrique des biens, des produits, les vend aux consommateurs d'une manière ou d'une autre, emploie les gens d'une certaine manière. Et tout ça finalement n'a pas énormément bougé sur plusieurs siècles. Moi, je ne serais Même pas si ça s'est d'accord. transformé, attends, même si ça s'est transformé. Je pense que aujourd'hui, précisément comme les conditions, le régime climatique, également le régime technologique vont quand même beaucoup changer les choses et l'univers dans lequel on va évoluer. À ce moment-là, on imagine que c'est plus facile de faire bouger cette entreprise, cet imaginaire de l'entreprise. Euh, c'est pour ça peut-être que jusqu'à présent, on n'éprouvait pas tellement le besoin de réfléchir sur l'avenir de l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, précisément, vu l'importance du changement avec l'impact climatique, on se dit bah, peut-être il va vraiment falloir réinventer des entreprises par rapport aux problématiques des communs et autres. Bon, on Enfin, est c'est une convaincu de ce hypothèse dernier parmi point, d'autres, hein. mais il y a quelques travaux d'histoire qui montrent qu'en fait, la notion d'entreprise, elle a au contraire beaucoup bougé et qu'en fait, elle n'est pas si ancienne que ça. Je me souviens d'un article qui racontait que dans pas mal de domaines, jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait, il fallait une autorisation pour créer une entreprise. C'était pas du tout quelque chose de naturel. L'idée de liberté d'entreprendre, et ici, il a d'ailleurs fallu la formaliser, c'est parce qu'elle n'existait pas nécessairement avant. Et du coup, en fait, non, c'est un objet qui, à mon avis, a beaucoup changé. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit l'explication. Mais à nouveau, je peux juste conjecturer. Loïc, une question, et puis après on passera à la deuxième partie qui est sur le travail, parce qu'il faut que nous avancions. Loïc? Bonsoir, je demandais juste, alors peut-être que ça correspond à un des archétypes là qui étaient sur votre schéma là, mais est-ce que
n'a pas été évoqué le fait qu'il puisse y avoir dans l'avenir une réponse aux besoins de la société par, par une non-entreprise ou par, je ne sais pas si on tirait l'idée jusqu'au bout, un nuage d'individus. Mhm. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, si, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres manières de répondre à des besoins que des entreprises? La réponse est oui. Il y a quand même un sous-jacent dans le... Alors, d'abord, on a fait travailler des gens de l'entreprise sur le futur de l'entreprise. Donc, malgré tout, on n'a pas exploré toutes les manières de répondre. Il y a un peu quand même un sous-jacent à ce travail-là, et d'ailleurs, en tout cas, à ce qui était dans la tête des groupes qui se sont réunis. Et d'ailleurs, c'était vrai, ce sera vrai ensuite sur ce qu'on a fait sur le travail. Euh, c'est que dans le 2050, un peu fantasmatique qu'on a décrit, euh, les États seraient pas, et les entités publiques seraient pas beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui face aux grandes questions, plutôt moins, et qu'en particulier sur la question climatique, ils n'auraient pas spécialement mieux qu'aujourd'hui réussi à prendre les devants. Et donc, on serait face à une société qui aurait accepté l'idée, bon gré ou mal gré, que il faut d'autres dispositifs pour répondre aux besoins collectifs, qu'on aurait des États plutôt plus affaiblis demain qu'aujourd'hui, voire beaucoup plus affaiblis. Et donc, il faut d'autres types d'organisations. Est-ce que ça s'appelle des entreprises? Si vous allez lire les fictions qu'il y a derrière les archétypes, certains sont quand même effectivement assez loin. Certaines de ces fictions racontent des organisations. Est-ce que ces entreprises, est-ce qu'elles vendent quelque chose? C'est pas évident. C'est clair que, en tout cas, si vous regardez les archétypes, la frontière entre entreprises à but lucratif, à but non lucratif, entre sociétés d'actionnaires et coopératives, toutes ces frontières-là, et on le verra encore plus sur le travail, les frontières même entre entreprises, parce que beaucoup travaillent en écosystème, sont beaucoup plus floues que ce que c'est aujourd'hui. Ce n'est pas forcément des statuts bien découpés. Mais c'est clair que, en même temps, le coup de projecteur était sur les entreprises et donc on n'a pas forcément inventé beaucoup d'autres activités. On les a plutôt rendues poreuses, on va dire. Merci Daniel. Je propose qu'on passe à la deuxième partie qui est le travail qui vient. Donc voilà. Donc, dans le même appel à manifestation d'intérêt qui a amené l'ANACT à soutenir le concours Positive Future, nous, on avait proposé au fond de reproduire à peu près le même type de méthode avec des formes créatives différentes, puisque au lieu de la littérature, on a utilisé la BD, euh, pour réunir des groupes plus régionaux, de plus petites entités. Alors, il n'y avait pas que des grandes boîtes dans l'entreprise qui vient, mais il y en avait quand même pas mal. Euh, euh, et avec un zoom un peu plus sur le travail. Donc, on l'a fait dans 4 régions avec 6 groupes différents de participants et participantes. Même type de mission, imaginez une entreprise de 2050 compatible avec un certain nombre de facteurs de changement que les gens choisissaient d'ailleurs, mais le climat y était à peu près tout le temps. Euh, et par contre, on les invitait cette fois-ci à aller un petit peu plus loin sur la question, qu'est-ce que ça veut dire que de travailler dans, pour ou avec cette entreprise? Comment fonctionnent les collectifs de travail? Comment est-ce qu'on résout ensemble, ou pas d'ailleurs, des crises? Tout ça, c'est également publié. Je ne vais pas vous le décrire longuement. Ça nous a amené à imaginer donc 6 types d'entreprises qui sont ensuite décrites sous des formes sympathiques de bandes dessinées par 3 auteurs et autrices. Oups, c'est là. Je ne vous décris pas plus la démarche. On pourra discuter ensuite de la démarche de la méthode si vous le souhaitez. Tout ça est en ligne sur le site de l'Université de la Pluralité. Peut-être, par contre, ce qui nous semble peut-être intéressant à partager, c'est quelques éléments. Donc, la synthèse de ce travail-là est publiée. On a essayé d'en extraire un petit peu les idées qui ressortaient de ce travail-là. Alors, c'est important, c'est un travail créatif, c'est un travail dans lequel on invite les gens à faire de la fiction. Donc, ce n'est pas un travail d'analyse exhaustive et systématique des transformations du travail. C'est on prend ce qu'ont dit les gens. Dans le processus de travail collectif, il y a toujours un temps où on se met un peu en mouvement, où on se met d'accord sur les raisons pour lesquelles les choses vont changer. Il y a un temps de pure création
drivé par les artistes. Et il y a un temps dans lequel on invite les participants et les participantes à réfléchir à ce qu'ils ont écrit, ou pas écrit d'ailleurs, et aux questions que ça leur pose. Et donc, c'est de tout ça qu'on a essayé de tirer un certain nombre d'idées. Donc, il faut le prendre comme ce qui vient de ces groupes mis dans cette situation, mais ça dit, je pense, un certain nombre de questions. Euh, donc, qui raconte en fait d'abord trois grandes transformations du monde des entreprises et donc par conséquent du travail, et puis un certain nombre de choses sur les collectifs de travail et les formes de discussion et de négociation sur le travail. Je vais aller vite parce que le temps passe. Euh, le premier, c'est assez proche de notre idée de politisation auparavant, mais l'idée d'un réencastrement des entreprises qui se réinsèrent, si elles n'y étaient plus, très fortement dans un territoire, un écosystème d'acteurs et de parties prenantes qui se sentent solidaires de leurs besoins, qui parfois même émanent directement de ces besoins. Et là, à nouveau, quelle différence entre une entreprise, une initiative collective, une association ou un acteur public, ce n'est pas toujours complètement évident, qui a une mission définie avec son environnement. On ne se dit pas tout seul, je vais résoudre tel grand problème. On se dit, je pense que je pourrais contribuer à, est-ce que vous en êtes d'accord, est-ce que c'est les bonnes méthodes? Donc, voilà, il n'y a pas cet acte héroïque de l'entrepreneur qui dit, je vais faire ça et je vais sauver l'humanité parce que je vais l'envoyer sur Mars, je pense à personne évidemment. Euh, on pense du coup ces résultats d'une manière un peu plus systémique, ce qu'on peut trouver encore dans des missions, sauf que on est vraiment, comment dire, jugé sur cette base-là, éventuellement rémunéré sur cette base-là. Si on pense à un effet systémique, en général, on ne peut jamais le faire tout seul. Donc, c'est des entreprises qui travaillent toujours de manière extrêmement réticulaire on rencontre assez souvent une tension entre ceux qui maximiseraient le profit de l'entreprise et ceux qui maximiseraient l'impact de l'entreprise, ce que j'avais appelé le modèle d'affaires et le modèle d'impact. Et une partie de ces histoires sont les histoires sur la manière de finalement arriver à gérer au mieux possible les deux sans que l'un gagne complètement sur l'autre. Si l'impact gagne complètement sur le modèle économique, l'entreprise s'effondre. Si le modèle économique gagne complètement sur l'impact, bah, c'est ce qui se passe en général aujourd'hui. Et donc une mesure très multifactorielle de la valeur qui est... et tout ça est à la fois manifeste dans nos histoires. Et du point de vue du travail, un peu problématique. Une des questions qui se posent souvent dans le travail, c'est, bon, du coup, on a une mission, on nous attend, on sait, et, euh, et du coup, on attend de nous d'être un peu comme des travailleurs sociaux, c'est-à-dire complètement dédiés à notre mission, comment dire, des moines quasiment, et du coup, nos conditions de travail, nos outils, la qualité de nos collectifs, notre rémunération, tout ça, bah, ça passe un peu derrière. Donc, on avait quelque part, dans certaines de ces histoires, l'idée que les gens qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise deviennent les moins bien servis. Euh, le deuxième point qu'on trouve un peu partout dans les histoires, ça peut être aussi des effets de qui participe, hein, mais c'est un mélange d'aspiration et de résignation à un travail libéré et flexible, c'est-à-dire que la référence au CDI temps plein, qui reste encore aujourd'hui la référence d'une bonne partie de nos systèmes sociaux, hein, même si dans la réalité, c'est plus comme ça que ça se passe, a quasiment disparu, à peu près tous les repères du travail ont disparu, tous ces mots de subordination, d'exclusivité, d'organigramme, de carrière, de revenus, de protection, tout ça, ça n'existe plus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, ça veut dire que pour certains n'existe vraiment plus, l'idée de subordination, d'exclusivité. D'autres se sont complètement réorganisés. Éventuellement, on peut toucher son revenu ailleurs que là où on travaille. C'est évidemment l'hypothèse du revenu universel, mais il y en a d'autres aussi. La protection, elle n'est pas forcément gérée par des grands systèmes de protection. Euh, Troisième élément, le travail, c'est beaucoup de choses. Et on est notamment dans des sociétés dans lesquelles le degré de division du travail a probablement baissé, parce que les conditions sont plus difficiles, parce que de temps en temps, il faut aller chercher de l'eau, il faut s'occuper de faire pousser la nourriture, parce que quand il y a des personnes vulnérables, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou malades, il n'y a plus comme aujourd'hui, même si c'est jamais idéal,
tout un système social qu'on peut aller mobiliser avec des prestations normées et professionnelles qui vont permettre de prendre ces choses-là en charge. Donc, on est obligé de le faire. On a aussi des temps dans lesquels on va s'occuper de communs, de questions communes, et tout ça, ça fait partie du travail. Et la question de comment c'est reconnu, comment c'est compté, est-ce que ça fait partie du temps de travail? Du coup, dans beaucoup de nos histoires, en fait, le temps de travail dans les organisations qu'on appelle entreprises, c'est très fortement réduit, mais pas au profit du loisir, au profit de toute une série d'autres types d'activités qui sont elles-mêmes nécessaires. Et toujours avec cette question, dans certains cas, les gens trouvent ça trop bien parce qu'on fait plein de choses, parce qu'on change beaucoup de métiers, d'activités, parce que on a pas mal de liberté d'organisation. C'est pas seulement du télétravail, hein, loin de là, en l'occurrence, y compris parce que dans certaines de nos histoires, il fait tellement chaud que les systèmes techniques sont un peu en mauvais état. Et donc, on n'a pas forcément une super bande passante avec des super ordinateurs où ils sont là, mais ils ont surchauffé. Mais la question de est-ce que c'est un bonheur pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment libre ou choisi et d'autres qui souffrent. Euh, oui, Loïc, les références seront là et le site de l'Université de la pluralité, c'est plurality-univers. Voilà, c'est là. Merci Solène. Euh, Dernier point, rapidement sur cette synthèse, des organisations qui sont très plates, très agiles, très peu hiérarchiques, dans lesquelles en général on occupe plusieurs fonctions. Il y a beaucoup de postes qui tournent, on n'a pas envie de hiérarchie, on prend des décisions ensemble, mais on essaie quand même d'éviter la réunionite ou l'assembléite permanente. C'est des entreprises qui sont toujours très en réseau. Et tout ça, là, à nouveau, c'est important. Ça se relie très fort au lien entre l'entreprise et son environnement. Ça crée du flou. Des fois, on se dit, on ne sait vraiment plus qui décide ou quand une décision est prise. On aimerait bien quand même pouvoir poser la question à quelqu'un, avoir quelqu'un qui nous dit oui ou non, alors que là, on nous dit toujours, bah, qu'est-ce que tu en penses? Où il faudrait se réunir, etc. Donc, c'est pas toujours aussi facile que ça, même si ça a des côtés agréables d'être un peu moins dans une pyramide. Et puis, comme ces entreprises, donc on peut être à nouveau employé par 4 entreprises à la fois, et puis c'est pas toujours les mêmes, et puis avec des lieux de travail qui sont pas fixes, des équipes qui le sont encore moins. La question du collectif de travail, alors que le travail, c'est quand même beaucoup quelque chose de collectif, est quelque chose de compliqué. Et donc, on a vu plusieurs de nos entreprises fictionnelles, comme des entreprises d'aujourd'hui avec leurs office managers et autres, ou leurs chief happiness officers, euh, qui essayent de recréer de manière plus ou moins artificielle des formes collectives pour essayer de faire en sorte que quand même il existe un ensemble. Et je ne vais pas le développer, mais dans nos histoires, il y a un certain nombre de sujets intéressants qui existent plutôt autour de questions qui sont évidemment importantes pour l'ANACT, mais qui sont importantes dans le travail, sur comment on gère les conflits, sur quoi d'ailleurs se développent des conflits et sur quoi on négocie, ou comment on négocie à l'intérieur de ces organisations ou de ces réseaux d'organisations, puisqu'éventuellement, on négocie pas seulement avec un employeur, mais avec un cluster ou un écosystème. Voilà, quelques éléments un peu rapidement brossés, mais tout ça, c'est accessible dans cette synthèse. Merci beaucoup, Daniel. Y a-t-il des questions, des observations? Euh, N'hésitez pas. Est-ce que dans le chat, il y a eu éventuellement Non? Pascal Boissier, allez-y. Bonjour. Je vais réactiver le son, ça ira mieux. Bonsoir à tous, bonsoir Daniel, avec qui on se connaît. Je suis de très près tous les travaux qui sont menés et merci parce que c'est vraiment d'une richesse inouïe. Mais justement, c'est le centre de ma question. Euh, Moi, je travaille au sein d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Bicorp en France. Et quand on a vu émerger en archétype la Corp B, on s'est évidemment intéressé au sujet. Mais après, les cahiers sont très fournis, très nourris, il faut s'y plonger. Est-ce que vous avez très concrètement des versions un peu adaptées au monde de l'entreprise, esprit exécutif summary ou synthèse, ou peut-être
des webinaires de ce type pour pouvoir commencer à aider à défricher le sujet. Et puis surtout, même si ce n'est pas le but de la prospective, comment ces questions-là peuvent être embarquées plus concrètement et pragmatiquement par le monde de l'entreprise. Est-ce que vous y réfléchissez? Il y a des choses que vous pensez faire? Voilà, en tout cas, côté Bicorp, il y aurait peut-être des choses à creuser. Voilà, mais dans des choses, on va dire, embarquables dans le Ouais, ouais. quotidien de dirigeants et de professionnels. Concrètement, comment on fait? Merci. Ah, bonsoir, ça fait plaisir de se retrouver. Oui, Euh, et merci pour ça. Alors, d'un certain côté, c'est un peu exprès qu'on ne veut pas des formes trop faciles à consommer parce que c'est un vrai enjeu, y compris pour le concours Positive Future. La demande de l'entreprise, c'est effectivement, allez, faut qu'on fasse vite, il faut que ce soit opérationnel, il faut que ce soit utilisable. La fiction, c'est pas fait pour ça. La prospective plus, hein, je pense que Jean-Éric ne serait pas d'accord avec l'idée que ce n'est pas la prospective de proposer des choses utilisables et opérationnalisables dans les organisations. Mais ce type de prospective, à un moment ou à un autre, je raconterai une des manières, mais à un moment ou à un autre, c'est aussi une invitation à dire non, faut qu'on décolle et il faut qu'on se donne un peu le temps parce que sinon, le fait de tout ramener à des notes de 3 pages, ça va en fait tout araser, tout faire disparaître. Et en fait, on est à un moment où il faut questionner les modèles, donc il faut s'autoriser ça. Alors, malgré tout, comme on n'est pas quand même que méchant, on fait 2 choses. D'une part, on va publier bientôt un cahier dans lequel, parce que là, on a donc 10 cahiers dans lesquels il y a à chaque fois l'archétype, plus une histoire qui peut être un peu longue, plus des interviews d'acteurs. On va publier un cahier dans lequel il y aura juste les archétypes. Point. Ben, rien d'autre. Donc ce sera un peu plus facile, qui existera en anglais d'ailleurs aussi. D'autre part, on a déjà testé dans plusieurs entreprises, plutôt grandes, mais ça doit pouvoir se tester autrement, ce qu'on appelle des ateliers d'atterrissage, auxquels là, ça c'était une demi-journée, auxquels participaient des gens qui n'avaient pas du tout participé à la création des histoires. Et le protocole, c'est on est en 2050 et vous, Air Liquide par exemple, vous êtes devenu une des entreprises fictionnelles qu'on a inventées. Alors c'est bizarre, elle ne ressemble vraiment pas à ce que vous êtes, elle est 100 fois plus petite, etc. Ah ben oui, mais si on est en 2050, on n'en sait rien. Mais justement, votre mission, c'est de savoir ce qui s'est passé. On emmène un peu les gens dans l'idée de créer une ligne de temps entre l'entreprise qu'ils connaissent et cette entreprise bizarre, presque arbitraire, qui leur a été proposée. Et en fait, c'est incroyable ce qui se dit et la profondeur de ce qui se dit quand on imagine ça. Les gens, d'abord, y arrivent. Et on a vraiment des gens très divers qu'on ne connaît pas du tout, qui ne s'attendaient pas forcément à ça, et ils y arrivent. Ils arrivent à raconter une histoire, ils arrivent à apprivoiser le modèle final. Et dans les 3 cas où on l'a essayé, ça a fait dire des choses très profondes sur le cœur de l'activité de l'entreprise, sur ce qui pourrait pas continuer dans l'entreprise, sur des basculements assez profonds. Donc, il y a des manières de faire, mais c'est malgré tout pas un travail dont on peut prendre des choses pour les appliquer tout de suite. C'est un travail qui propose des formes de décalage derrière lesquelles il faut un peu de maturation à l'intérieur des organisations et pas trop vite descendre, sinon on perdra toute la substance. Donc c'est un peu un choix, mais voilà. Ensuite, c'est justement ce qui nous intéresse, hein, d'essayer d'imaginer avec des entreprises ou des collectifs d'entreprises des dispositifs pour arriver à se saisir de ça sans en perdre le caractère un peu disruptif pour la pensée, quoi. Donc, Merci, prêt à merci en discuter Daniel. avec le mouvement Bicorp. Est-ce que vous ne souhaitez pas que l'on passe précisément dans les dernières 10 minutes qui nous restent à, au fond, quelques réflexions sur la prospective créatrice, si je puis dire, ou créative, qui est quand même une façon nouvelle de penser la prospective et qui a été précisément appliquée dans les 2 projets, l'un sur l'entreprise et l'autre sur le travail, qui a été conduite par l'Université de la Pluralité. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est aussi un aspect méthodologique important dans le cadre du projet Positif Futur pour produire des œuvres originales. Donc je pense que ça peut être utile. Alors, ça, c'est quelques bouts de messages, peut-être, en tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui
envisager donc de répondre au concours. Alors, ce que nous, on appelle prospective créative, ce n'est pas une prospective qui est mieux que les autres prospectives, c'est une prospective qui ne remplit pas tout à fait la même fonction, au fond. Alors, j'ai un schéma que j'avais masqué, mais peut-être je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez là, si je le présente. Ouais, super. Euh, euh, En fait, je reprends ça des choses qui viennent d'un type qui s'appelle Rill Miller, qui était en charge de la prospective de l'UNESCO. C'est mon interprétation, mais a priori, il est à peu près d'accord avec, en disant dans les manières d'utiliser le futur pour des organisations ou d'autres, il y en a un certain nombre dont la fonction principale est au fond de réduire ou de contenir l'incertitude. Il y a toujours incertitude, je dirais, la prospective est une relation à l'incertitude, mais malgré tout, quand je veux faire de la planification stratégique, c'est-à-dire en gros organiser mes moyens pour aller dans telle direction, je vais essayer de faire en sorte de maximiser les chances que ce que je vais mobiliser produise les effets désirés, ou quand je veux plutôt être dans l'anticipation de risques ou de crise, je vais essayer de contenir l'incertitude dans des formes de probabilité, des choses. Et tout ça est parfaitement nécessaire et utile pour les entreprises. Quand on va se poser la question de qu'est-ce qui pourrait émerger d'autre, c'est un peu comme en innovation, entre l'innovation disruptive qui est là pour changer les conditions d'existence d'un marché et des innovations, y compris très profondes, mais plus à l'intérieur des logiques de fonctionnement d'un marché. Et ben, d'un côté, on va à nouveau être dans un dispositif dans lequel on contrôle au mieux quelque chose de quand même compliqué, qui est le futur. Et de l'autre, en fait, on va créer des nouvelles options et donc on va accroître l'incertitude. Et donc, le type de prospective qu'on crée, c'est une prospective qui essaye d'ouvrir le champ des possibles, de dire d'autres directions fondamentalement différentes que celles qui existent sont en tout cas envisageables. Et quand on fait ça, ben, on ne fait pas tout à fait la même chose. On ne peut pas produire des résultats aussi directement opérationnalisables, transformables en plan, puisqu'il faut d'abord être capable de se dire, mais nous, en tant qu'organisation, à quelles sont les possibilités qui nous intéresseraient, comment est-ce qu'on pourrait commencer à les explorer, sachant qu'évidemment, on ne peut pas tout engager nos moyens tout de suite dans telle ou telle direction. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes attentes. Et c'est vrai de la fiction, en fait. Il est beaucoup question aujourd'hui, euh, vous l'entendez un peu partout, de récits, de nouveaux récits, de mise en récit, y compris bien sûr dans les raisons d'être et tout ça des entreprises. Euh, et au fond, comme c'est un peu notre pratique et que le réseau Université de la Pluralité, qui est un réseau international, réunit des gens dont le point commun est de mettre en œuvre des formes artistiques et fictionnelles pour explorer d'autres futurs, on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux usages assez différents et à nouveau, il n'y en a pas un bon et un mauvais, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, là, l'invitation, c'est pas à aller dans telle ou telle direction, mais à savoir ce que vous faites et à être bien conscient ou consciente de votre intention. À gauche, on a l'usage de la fiction quand on sait ce qu'on veut dire à l'avance et qu'on veut passer des messages, que ce soit un message d'alerte ou un message pour illustrer un peu quand on dit on a besoin d'un récit pour emmener des gens ensemble, pour les convaincre, pour les sensibiliser, pour qu'ils se rendent compte d'eux, pour qu'ils acceptent éventuellement quand on est dans le monde de l'innovation. On va là mettre en récit quelque chose dont les idées préexistent au récit et on va essayer simplement de les rendre plus sensibles ou de les unifier ou de les rendre plus acceptables ou éventuellement, si le but c'est à la fin d'engager le débat, en tout cas de faciliter l'accès à ces idées et à ce qu'elles impliquent. Dans le type de prospective créative que nous, on a développé dans l'entreprise qui vient, on est plutôt sur ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire en fait une fonction exploratrice. On ne sait pas à l'avance ce qu'on veut dire. On peut juste fixer des cadres en disant, imaginez-nous une entreprise compatible avec le nouveau régime climatique. C'est quoi le nouveau régime climatique? À vous de le dire. Euh, et ce qu'on va chercher, ce qu'on va demander au groupe, c'est donc du coup non pas d'être fidèle aux idées, d'illustrer les idées, mais au fond d'abord de produire des histoires intéressantes, des histoires qui ont leur dynamique propre, un peu comme, vous savez, les romanciers qui à un moment vont dire à un moment, mon personnage m'a échappé, il a fait des trucs que je n'avais pas prévus.
ces moments-là qu'on cherche, y compris dans nos groupes. C'est pas au même niveau qu'un bon romancier, hein, quand même, d'un point de vue style, mais c'est bien ça l'idée. C'est de dire le moment où quelque chose de pas prévu, quelque chose qu'on n'avait pas en tête se produit simplement parce que tel personnage et tel personnage dans telle situation interagissent et pouf, il se passe quelque chose, c'est le moment où on sait qu'on est en train de creuser quelque chose qui est un peu neuf, qui est un peu fort et qui va vraiment mériter d'être regardé. Donc, il faut que vous sachiez si vous êtes vraiment d'abord mu par la dynamique du récit et que vous admettez de ne pas forcément savoir où vous allez et ce que vous voulez dire, ou si au fond vous avez quelque chose à dire sur le travail et de demain, et à ce moment-là, vous allez utiliser le récit pour dire cette chose-là avec le défi de ne pas en faire du coup un récit édifiant et donc ennuyeux. Ce qui m'amène à quelques micro-conseils pour avoir vu beaucoup d'ateliers d'écriture ou d'autres de fiction. Les 5 conseils que je peux vous donner, c'est donc quand même, dans tous les cas, raconter une histoire et pas un exposé travesti en fiction, c'est-à-dire, bienvenue dans mon monde, je vais te faire visiter le village ou l'entreprise idéale. Alors ici, il y a eu ça, et donc où en fait, au lieu de faire un exposé, on balade les gens de bureau en bureau ou de pod en pod ou ce qu'on veut et qui est donc juste un exposé avec des personnages qui sont des ectoplasmes, qui n'ont pas d'autonomie, qui exposent quelque chose. Choisissez donc un angle, vous ne pouvez pas tout dire dans une entreprise. Ça peut vous intéresser si vous regardez sur les BD du travail qui vient, donc du second projet. Justement, on avait des artistes qui n'étaient pas en situation d'animation, contrairement aux écrivains et écrivaines de l'entreprise qui vient, qui étaient plutôt, qui participaient, qui assistaient et qui ensuite ont choisi un angle pour raconter leur BD, parce qu'ils ne pouvaient pas tout dire, ils avaient 4 ou 6 planches. Et donc, ils ont choisi un angle et, et on leur demandait d'avoir leur propre regard dessus. Et ensuite, nous, on a des petits satellites qui décrivent ce que le groupe avait produit autour de la BD. Essayez donc de faire vivre des vrais personnages, des vraies situations, c'est-à-dire, et le moment où vous savez que vous l'avez fait, c'est quand quelque chose d'imprévu se produit simplement par la dynamique des caractères, des personnages ou des situations. Ne livrez pas tout le mode d'emploi, ne dites pas donc c'est parce que le travail est comme ci, comme ça, ou si j'ai dit ça, c'est parce que voilà comment vous voulez lire. Laissez de la place au public. C'est pour rendre les choses encore plus compliquées pour on regarde les lecteurs de Pascal, et je le sais, on pense que c'est important qu'il y ait de l'ambiguïté dans une histoire. C'est important que plusieurs personnes puissent l'interpréter différemment, et même dans les groupes. On a eu parfois des histoires dans lesquelles les gens, quand on leur fait regarder ce qui s'était raconté, disaient, mais comment est-ce qu'on a pu écrire à la fois des choses qu'on trouve trop bien, intéressantes, etc., puis des choses qu'on trouve vraiment horribles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, à chaque fois, les groupes ont choisi de dire, il faut qu'on assume. L'histoire, elle a ces deux côtés-là. Et donc, si on l'a fait, c'est que c'était là, et donc qu'il faudra le gérer, en fait. Et comme par hasard, en fait, la réalité, c'est souvent ça, c'est comment on gère des contradictions ou comment on se crée des espaces dans un monde difficile. Ça peut être ça, même des formes d'entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat social. Et donc, c'est intéressant, en fait, que vous en disiez pas trop, que vous interprétiez pas les choses à la place des gens et que vous laissiez de la place, maintenant, pour que les gens lisent votre histoire d'une manière complètement différente de la vôtre. Et ce qui donc amène à chercher la contradiction, à chercher des tensions, à chercher une pluralité de points de vue dans vos histoires. Donc, évidemment, c'est Positive Future. Mais il faut faire un petit peu attention à l'injonction à faire positif. Parce que souvent, quand on dit à des groupes d'écriture, écrivez-nous une histoire positive, ils nous écrivent une histoire gnangnan. C'est-à-dire, tous les gars et les filles se seraient réunis et auraient dit que vraiment, ça ne pouvait pas durer, donc on va vraiment faire ce qu'il faut et on va le faire tous ensemble et ça va se passer hyper bien tout le temps. Et évidemment, l'histoire n'est pas passionnante, les gens qui l'écrivent, ils ne croient même pas eux-mêmes. Et donc, imaginez que effectivement le futur, c'est pas forcément un futur noir pour autant. Quand on donne pas cette contrainte, les gens n'écrivent pas des dystopies. Ils écrivent des histoires dans lesquelles, dans un monde relativement difficile, ce qui n'est pas complètement absurde comme hypothèse,
des groupes, qui s'appellent ici des entreprises ou des collectifs de travail, trouvent les moyens ensemble d'ouvrir le champ des possibles, de se donner des moyens des moyens d'action et d'initiative. Ce qui est en fait une bonne manière de donner du sens à sa vie. Donc, ce n'est pas idiot, mais on y arrive parce que justement, on ne leur a pas trop dit faire positif. Donc, ça reste intéressant sur le concours, mais ce que je veux dire par là, c'est en tout cas, ne vous forcez pas à faire du positif tout le temps. Dites-vous que peut-être justement, trouver des espaces de liberté dans un monde difficile, c'est déjà positif. Voilà. Merci Daniel pour ces conseils très, très judicieux et qu'il faudra d'une manière ou d'une autre arriver à faire en sorte que tous ceux qui sont intéressés par ce concours et qui veulent produire des œuvres puissent les entendre. Y a-t-il des questions sur précisément cette dernière partie que vient de présenter Daniel et qui est très importante? Je ne, je ne sais pas parce que là on a l'écran. Pas de questions, pas de questions Pas de dans le chat. questions. Bon, écoutez, je crois que nous arrivons au bout de ce webinaire. Je voudrais remercier Daniel Kaplan pour cette présentation et ces idées fort riches qui ont été mises sur la table, à la fois sur la nature des entreprises à venir, sur les conditions de travail, la manière dont on trouvera des emplois, la nature de ces emplois à l'horizon 2050, et aussi ces conseils sur la manière de raconter des histoires qui prendront la forme soit de podcasts, soit de vidéos, soit de BD, pour ceux qui participeront au concours. Et nous vous donnons rendez-vous dans un prochain webinaire. Je laisse peut-être à Solène la possibilité de dire ce que seront les thèmes des webinaires à venir que nous avons programmés. Solène, voulez-vous dire quelques mots à ce sujet? Oui, absolument. Du coup, le prochain webinaire de Positif Futur portera sur le design fiction avec Pierre-Antoine Marty, qui est également un des membres du comité scientifique de Positif Futur. Et il se tiendra mardi prochain à 18h30 également. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de Positif Futur. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, à bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires et puis à diffuser aussi dans vos réseaux, d'une part, des informations sur le webinaire que vous venez de suivre et de manière plus générale sur le concours Positif Futur. Et à bientôt. Au revoir à tout le monde. Et merci à nouveau à Daniel et à Solène. Merci à vous.